cas de lait méchant et bête. Un personnage de Marivaux qui dit comme ça: je vous aime, je le décide. J'adore. Oui, mais je ne sais pas. Alors, et puis j'ai ouais. des questions personnelles, mais je crois que je ne serai pas là pour ça. Oh bah c'est tant mieux, on va rester aux questions intimes, c'est-à-dire ce qu'on peut mettre en partage. Les questions personnelles n'ont pas lieu d'être mises en partage. Une chose sur l'amour et la volonté, c'est une phrase de La Bruyère avec laquelle vous allez vous débrouiller une fois que je l'aurai dite. Vouloir ne plus aimer, c'est encore de l'amour. Vouloir aimer encore, ça ne l'est déjà plus. Malheureusement, c'est vrai. Alors, c'est vrai dans une certaine mesure. C'est vrai dans une certaine mesure. C'est-à-dire que, disons qu'il est d'usage dans l'existence de penser que c'est vrai tant qu'on ne sait pas qu'on va mourir. Dès qu'on s'aperçoit qu'on va mourir, parce que le corps témoigne déjà d'un affaissement certain et qu'il promet déjà le pire et que vous êtes à l'aurore du pire, à la seconde, vous basculez au fond, insensiblement de l'autre côté, vous commencez à écouter cette phrase avec une autre oreille. Et vouloir ne plus aimer, c'est encore de l'amour, vouloir aimer encore, ça ne l'est déjà plus. La deuxième partie de la phrase n'est pas si certaine qu'on le dit. Tout simplement parce que deux personnes qui s'aiment pendant une éternité, 40 ans, 30 ans, 50 ans, deux personnes qui s'aiment de cette façon-là, ont peut-être commencé par s'aimer. Comment dire? Peut-être commencer par s'aimer comme on s'aime quand on commence un amour. Mais la constance, l'obstination d'aimer, ou de maintenir l'autre précisément dans l'amour qu'on lui doit, ou dans l'amour qu'on lui donne, ou dans l'amour qu'on lui doit tant qu'on est avec lui, cette constance ou cette obstination-là, Bergson, Jean Kelevitch et d'autres philosophes, et tout simplement l'expérience de la vie, impose d'y voir précisément un amour. Si la volonté est en contradiction avec l'amour, ou si la volonté est compatible avec l'amour, si on peut aimer même quand on veut aimer, c'est parce que c'est l'amour qui nous dicte la volonté d'aimer. Et en cela, il y a dans la constance et dans l'obstination quelque chose qui, à mon avis, surmonte le diagnostic de La Bruyère. Je crois que vouloir aimer encore, c'est peut-être encore de l'amour. C'est un autre amour, une autre façon d'aimer. Mais je ne suis pas sûr qu'on soit sorti de l'amour à la seconde où on sort de la passion. La question est de savoir si l'amour existe sans flamme. Est-ce qu'on peut aimer sans feu? La constance ou l'obstination ou la persévérance dans le sentiment me semble plaider en faveur de ça. La première question, c'était bien, mais j'ai oublié. Ah oui, Moche et l'injustice de l'amour. Il y a deux façons de vous répondre. La première, c'est que personne n'est laid, personne n'est con. Prenez un crapaud qui vote Le Pen, et bien il y a de quoi faire. Même là, vous découvrez dans les sillons de son visage. Prenez Quasimodo, prenez Quasimodo qui vote Henri de Lesquen. On ne peut pas faire plus, on ne peut pas faire pire. Henri de Lesquen, c'est un racialiste blanc. Vous avez vu un peu si... Oui, bon, c'est un fou. C'est un fou, il est pour la réimmigration. Vous-même d'ailleurs, au pays de Lesquen. Ouais, oui. Et donc prenez un monstre qui dit n'importe quoi. Eh bien, il y a comme on le dit à Quasimodo au début de Notre-Dame de Paris, tu as la plus belle laideur que je connaisse, tu mériterais d'être pape ici comme à Rome. Tu as la plus belle laideur que je connaisse. Quasimodo, avec sa gueule en biais, avec son épaule qui lui monte au-dessus de la tête, avec son œil qui lui descend en bas des lèvres, avec sa démarche clopin-clopant, avec son squelette adapté à Notre-Dame de Paris, c'est-à-dire qu'il a pris la forme des soupentes dans lesquelles il vient s'incruster pour passer la nuit au milieu des oiseaux. Quasimodo est d'une beauté inouïe, il est d'une beauté implacable, il est d'une beauté évidente. La laideur de Quasimodo n'est une laideur, ou plus exactement, quiconque se contente de trouver Quasimodo laid n'évalue la beauté qu'en fonction de l'agrément qu'il y trouve. Qu'on n'ait pas envie de faire l'amour avec Quasimodo, je veux bien. Mais que Quasimodo qu'on découvre chez ce bossu monstrueux, une beauté non pas seulement morale, ça c'est incontestable, mais une beauté, un intérêt, quelque chose, qu'on trouve dans la laideur une forme de beauté,
c'est intéressant parce que qu'est-ce que c'est que la laideur ou la beauté? Ce sont deux versions de la singularité. Ce sont deux versions de ce qui, dans ce monde, ne rentre dans le cadre d'aucune loi, puisque ce sont des émotions qui sont censées nous renseigner sur le monde. Comme le médiateur des informations qu'on reçoit sur le monde, c'est l'émotion, évidemment, on ne peut pas le mettre en loi. Donc la beauté comme la laideur relève de la beauté. Si par beauté, on entend, au-delà de la simple harmonie physique, la singularité, l'intérêt qu'on peut avoir pour le monde. Quand Baudelaire fait un sonnet, c'est pas un sonnet, mais quand Baudelaire fait son plus beau poème sur une charogne, il ne renonce pas à la beauté en le faisant, au contraire, il la traque à l'intérieur d'un organisme putréfié. Je ne suis pas convaincu de ça. Alors après, sociologiquement, socialement, si vous avez la gueule en pied, vous aurez moins de succès que les autres. C'est vrai. Donc on va arrêter de se raconter des histoires. C'est vrai qu'il y a des trucs plus difficiles que d'autres. Et ça, c'est un casse-tête pour la démocratie. Non pas la laideur, mais la beauté, pour le coup. Parce que, en démocratie, dans un régime censément égalitaire, on ne sait pas quoi faire d'une injustice objective comme celle-là. Et ça n'est une injustice, non pas, c'est pas une injustice en soi, puisque les individus ne sont ni beaux ni laids, le réel est neutre. Il n'a que la valeur que lui donne le regard des hommes. Seulement le regard des hommes existe, et en l'occurrence, un bossu, on le regarde comme un bossu, on en parle comme d'un bossu, on lui prête les pouvoirs d'un bossu. Donc, c'est très compliqué de surmonter ça, mais si vous pensez à François le Bossu, par exemple, c'est le Bossu qui m'y fait penser, si vous pensez à François le Bossu est un personnage magnifique, il est beau, même quand il est laid, et quand il redevient beau, pardon, spoiler, quand il redevient beau, quand il perd sa bosse, quand on lui enlève sa bosse, il ne fait que se ressembler à lui-même, il ne fait que devenir ce qu'il était. Alors, j'en reviens donc à la sociologie, c'est très difficile, c'est très compliqué, il y a des injustices objectives. Reste que ça ne dépend pas de soi. Et je vous fais une réponse de stoïcien. La liberté commence à l'instant où on ne dépend pas de ce qui ne dépend pas de soi. Les choses sont ainsi faites. Vous pouvez être laid comme Gainsbourg et passer la nuit, plusieurs nuits, avec pardon. Voilà. C'est comme ça se fait comme ça. Parce que la beauté est à chercher ailleurs que dans le simple constat objectif ou clinique de la beauté. On peut faire... Le seul pari que je fais, c'est que nous avons dans les mains, qui que nous soyons, un or possible, un diamant possible, une excellence possible. Chacun est un aigle quelque part. Et c'est à ce sentiment-là, au fond, qu'on peut se rattacher pour surmonter l'injustice objective qui vaut à certains d'avoir du succès, d'autres de ne pas en avoir, à certains d'être envieux, à ceux qui parfois ont du succès d'être des envieux, à ceux qui n'en ont pas de s'en foutre. Bref. Les dispositions du caractère régulent les injustices de l'existence. Et pour le coup, à part travailler sur ce qui dépend de soi, il n'y a aucune solution. La connerie, c'est autre chose. La connerie, j'y crois pas. J'y crois pas. En fait, je ne l'ai jamais rencontré. J'ai rencontré de la mauvaise foi, j'ai rencontré de la haine, j'ai rencontré de la connerie, jamais. La dernière fois, je me suis posé la question. Je sortais du Père Lachaise. J'étais allé aux obsèques d'un ami. Il y a un type qui passe devant le cimetière et qui nous voit, on était vraiment tristes, et qui de loin hurle « Alors ça y est, il est au fond du trou, hein, il est au fond du trou !» Le type s'en va. Et je me suis demandé si j'avais déjà rencontré dans ma vie quelqu'un d'aussi connard, quoi. Peut-être pas, mais je pense que même lui est sauvable. Je pense que toute personne prise individuellement est aussi intelligente qu'un humain peut l'être. Donc j'ai plus de mal avec l'idée qu'on puisse être con à jamais. Laid à jamais, ça, oui. Vieux à jamais, une fois qu'on l'est, oui, mais con à jamais. J'ai peut-être tort. Ok. Salut. Bonjour. Je vais peut-être être maladroit en exposant mes idées. Tout à l'heure, vous parliez de bonheur et qu'il fallait se méfier des sociétés qui imposeraient une idée du bonheur. Et il semble que nos sociétés nous l'imposent. On définit souvent nos sociétés comme une société de consommation. Et donc, on nous fait croire que le bonheur, c'est d'en avoir plein de nos armoires. Et en ça, je pensais à Krishnamurti, je crois qu'il disait « Ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être adapté à une société malade ». Et puis aussi, pour avoir une idée d'amour universel, peut-être citer Auguste Comte, un positiviste, qui disait l'amour pour principe, l'ordre pour base et le progrès pour but, et qui a donné lieu au drapeau brésilien. Mais ils ont gardé que ordre et progrès, et ils ont oublié l'amour. Les Brésiliens ?
Bah, sur le drapeau. Dans leur devise, oui. Oui. Dans leur devise, mais c'est précisément parce qu'ils n'ont pas eu besoin de s'en souvenir, ils n'avaient pas besoin de le mettre sur le drapeau, si vous voulez. Ils étaient certains de ne pas l'oublier. Il ne faut pas faire un faux procès au Brésil, pour le coup. Non. Mais est-ce que nos sociétés n'ont pas oublié cet amour qui aimait son prochain et qu'on nous impose une idée du bonheur fait sur... Moi, je partage tout à fait votre sentiment sur la société de consommation. Enfin, il faut établir des distinctions, parce que il y a deux choses. Vous avez le tyran qui se propose de faire le bonheur de son peuple et qui vous dit, avec moi, enfin, c'est Xi Jinping, Poutine, qui vous voulez, si vous voulez, démocrateur ou tyran, peu importe. Le tyran qui se propose de faire le bonheur, qui impose le bonheur, l'idée qu'il se fait du bonheur de son peuple. Et toute tyrannie repose sur une certaine idée du bonheur. C'est pas simplement dangereux, c'est que je connais aucun régime totalitaire qui ait eu pour ambition de faire le bonheur de son peuple, malgré lui. C'est tout le problème. Mais bon, donc il y a le dispositif politique, si vous voulez, le démonisme politique obligatoire, qui est un cauchemar, le bonheur obligatoire, bon. Et puis il y a la société de consommation, qui est un despotisme sournois, qui est une tyrannie sourde, constante, permanente, mais qui prend des tas de formes. Quand vous faites une soirée chez vous, par exemple, vous allez chez les autres, vous faites une soirée là, et là, vous vous ennuyez ferme, arrive le moment du selfie. Sur le selfie, il faut avoir l'air joyeux. Donc sur le selfie, c'est le moment où on lève la bouteille de vin, où on lève la jambe, on tire la langue, on prend l'air con. C'est-à-dire qu'on adopte toutes les mimiques d'un bonheur spectaculaire. On a remplacé le bonheur, l'expérience du bonheur, par le spectacle du bonheur. Puis une fois que la photo est faite, donc on en fait plusieurs, on choisit, on élimine celle où on n'a pas l'air content comme il faut, et puis on garde celle où on est content, on l'envoie à tout le monde, et après on peut refaire la gueule tranquille. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'il y a de coercitif dans les sociétés où nous sommes, ce ne sont pas les lois, ce sont les usages. Ce sont les usages. Quand Nietzsche parle du dernier homme, il dit « nous avons inventé le bonheur », il pense à la consommation, bien sûr. C'est-à-dire qu'il pense à l'achat, il pense au comblement par l'achat. Il pense à ces êtres qui sont si avares de ce qu'ils ont et si prodigues de ce qu'ils sont. Et dont ils regrettent, au fond, cette inversion, c'est marcher sur la tête, d'être avare avec ce qu'on a, on ne va pas mourir avec, et prodigue avec ce qu'on est, alors que c'est à cause de ça qu'on meurt. Et c'est à cette sagesse-là qu'il en appelle. Cela dit, donc je partage tout à fait moi ce sentiment, si vous voulez, présenter comme un acte de liberté le fait d'acheter un iPhone, par exemple, bon, comment dire, le jeu que la publicité joue, la façon dont la publicité spécule sur nos passions, le fait qu'on soit obligé de regarder certaines publicités pour accéder aux trucs d'après sur Internet, enfin, toutes ces choses-là, tous les mécanismes délétères de la société de consommation auxquels il faut vraiment s'y soustraire, il faut vraiment être un funambule pour y échapper, comme on passe entre les gouttes comme ça. Donc ça, tout à fait. Néanmoins, je ne crois pas me souvenir d'une seule époque où les humains aient vécu différemment. En fait. C'est ça que je veux dire, c'est que le temps qui semble marcher à l'endroit que vous décrivez, où nous ne serions pas en si mauvaise santé, est une création du désir de l'homme conscient d'être en mauvaise santé, mais c'est une expérience que lui-même n'a jamais vécue. Nous n'avons jamais cessé de fonctionner comme ça. C'est ça que je veux dire en fait. C'est que, à mon avis, l'erreur serait d'en faire un diagnostic ou de proposer comme normatif ou comme normative la perspective de l'abolition de ce comportement. Autant abolir l'égoïsme. J'y crois pas. Voilà. C'est ça que je veux dire en fait. C'est-à-dire que et du coup, l'inconvénient du diagnostic que vous formulez, qui est, encore une fois, moi j'adhère tout à fait, mais l'inconvénient d'en faire un diagnostic ou d'en faire une conviction, c'est qu'il vous expose à un discours de déploration devant le monde comme il ne va pas, et qui culmine au fond dans l'impuissance pratique, parce que qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça mon souci en fait. Dans la bouche de nos politiques, c'est le mot croissance qui prévaut. Et c'est un gros mot, amour, sinon il passe pour des... Non, alors, il y a deux choses, parce que la croissance est un mythe sur lequel nous vivons. En vérité, le mythe, c'est pas celui de la croissance. Le mythe, c'est l'idée que l'augmentation de la croissance pourra résorber le chômage. Clément Rosset, qui vient de mourir, la chose la plus triste de ces 10 dernières années, au moins, Clément Rosset comparait ça à... qu'est-ce qu'il
il disait à croire qu'on va guérir, il disait la même chose que de penser qu'on va guérir du cancer par une amélioration de l'éclairage municipal. Il y a autant de, c'est peut-être à peu près aussi commensurable, si vous voulez. Bon. Croire qu'on va sortir du chômage par la croissance, si vous voulez, voilà, c'est comme croire qu'on va, je sais pas, remplir un océan avec un robinet. Enfin, ouais, bon, on peut multiplier les métaphores en fait dans ce sens-là. Donc le mythe, il est là. Le mythe est dans l'idée que ces mécanismes-là sont in fine, produisent in fine le plein emploi dans un univers où les gens ayant des droits, le coût du travail étant ce qu'il est, le plein emploi n'existera plus jamais, ce qui n'est pas grave, ce qui est bien. Ça prouve aussi qu'on est évolué, ça prouve aussi c'est un signe de civilisation, paradoxalement. C'est la preuve que, voilà, c'est qu'on ne peut pas... Ce qui est... Maintenant, que notre époque et ses vices, ses défauts, ses failles, ses problèmes, ses idéologies, ses mythologies, me semble plus intéressant que problématique, en fait. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Je trouve tout ça passionnant. C'est très intéressant de voir comment, par exemple, chaque individu est un jour saisi par le sentiment qu'un jour tout sera différent. C'est très intéressant de savoir que toute personne qui a traversé la vie, qui est née un jour, s'est dit que le plus important n'avait pas commencé. Alors que le plus important a commencé, hein, on est embarqué depuis le début. Donc, mais c'est très intéressant de comprendre ça. En fait, tous ces travers de la conscience humaine. Le type, je parlais de l'égoïsme tout à l'heure, c'est une histoire que j'aime bien. C'était un type qui est prof de français à Prague en 68 et il a une liaison en fait avec une étudiante. Et bon, il est marié, il vit avec sa femme et il a une liaison avec une étudiante et l'étudiante le harcèle un peu, enfin le harcèle un peu. Bon, voilà, il est un peu embêté avec cette histoire, il n'est pas tranquille. Et donc, un soir, il dîne avec sa femme, on frappe à la porte. Donc, le type est paniqué, il dit je sais pas, j'attends personne, on va pas ouvrir. Tu parles. Ça éveille les soupçons, elle se lève, il la retient, machin, c'est un peu vaudevillesque, elle se jette sur la porte. Pendant ce temps-là, on tambourine. Au bout d'un moment, on tambourine plus, elle ouvre la porte, elle voit une enveloppe, elle se jette sur l'enveloppe, il lui arrache l'enveloppe, elle lui reprend l'enveloppe, etc. Bref, au bout d'un moment, elle arrache l'enveloppe, elle ouvre l'enveloppe, elle lit, elle pâlit, lui défaille. Elle le regarde et lui dit alors qu'est-ce que c'est? Elle le regarde, elle lui dit les chars soviétiques viennent d'entrer dans la ville. Et là le type dit ouf. Et ce que je veux dire c'est qu'on le comprend très bien en fait. Le mec c'est comme celui qui se cache un œil et qui croit qu'il abolit la salle en se recouvrant les yeux si vous voulez, ou celui qui lève les pieds et qui se cache la lune avec son pied. C'est la même histoire. C'est la même histoire. Plus l'égoïsme est mesquin, plus il est immense. Donc croire qu'on va sortir d'une telle disposition du caractère me semble tout à fait illusoire. Je préfère qu'on la décrive. C'est plus amusant que de la juger, quoi. Parce qu'on en est tous là. Hume a une super phrase pour ça, il dit « Il n'est pas contraire à la raison de préférer la destruction du monde à une égratignure de mon petit doigt. » Ce qu'on peut traduire sous la forme d'un dilemme intéressant que je vous propose. Imaginez qu'on vous donne le choix entre la mort de la personne que vous aimez le plus au monde ou l'engloutissement corps et biens du Japon où vous connaissez personne. Voilà. Voilà. Le problème, c'est qu'évidemment, on sait déjà ce qu'on choisirait. L'égoïsme est indéracinable. Je vais essayer de poser la question, mais je suis peut-être maladroite. J'essaie de répondre. Vous avez parlé du bonheur, le sentiment de bonheur, le sentiment de joie, le sentiment d'amour. Alors j'ai l'impression que l'amour, comme c'est quelque chose qu'on ne peut pas toujours expliquer, qui ne vient pas forcément de l'autre, ça peut être quelque chose de joyeux. Et d'un autre côté, l'amour, c'est dans l'autre sens, là, cette fois-ci, c'est quelque chose des fois qui nous éclaire d'un seul coup, ce coup de foudre qu'on reçoit, et qui viendrait de l'extérieur, donc, et qui nous rendrait heureux. Mais ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression que dans un cas comme dans l'autre, de toute façon, c'est éphémère, mais en même temps, il ne faut pas se suffire à soi-même, parce que on parle justement d'égoïsme, etc., et en même temps, j'ai cru comprendre qu'il ne fallait pas trop dépendre des autres pour être heureux. Je suis un petit peu mélangée. J'ai l'impression qu'on ne peut pas aimer vraiment. Donc on peut pas, il vaut mieux pas aimer d'ailleurs, je pense. Alors c'est la thèse de Socrate. C'est la thèse de Socrate. Le sexe, ça dure pas. Donc on va pas se. Pourquoi consacrer du temps à ce qui est provisoire? Et... c'est pas tout à fait. Ah non, mais ce que je veux dire, c'est le caractère éphémère de l'existence. C'est le caractère éphémère du sentiment au fond qui le menace. Alors. Prenons les choses par la question de l'éphémère. S'interdire d'aimer au motif que l'amour ne dure pas, c'est, aussi con que de se suicider parce qu'on a peur de mourir.
C'est comme les gens qui disaient au moment de la présidentielle en 2017, ne votez pas Macron, parce que la politique de Macron en 2017 jusqu'en 2022 va mettre au pouvoir Marine Le Pen en 2022. Donc pour éviter Marine Le Pen en 2022, il fallait voter Marine Le Pen en 2017. J'ai adoré ce raisonnement, ou en tout cas ne pas voter pour son adversaire, j'ai adoré ce raisonnement. Le raisonnement qui consiste à se priver de ce que le bonheur peut avoir de trompeur, c'est-à-dire d'éphémère, au nom du fait que c'est éphémère, c'est le raisonnement de Socrate, et c'est à mon avis un raisonnement, pour le coup, paradoxalement à courte vue. La sagesse est de se saisir du fruit qu'on a à portée de main, quand bien même la consommation du fruit sera la fin du fruit. La sagesse est d'aimer le bonheur et ses fruits empoisonnés sans être dupe de ce qu'ils ont à offrir. Même si on en souffre. Mais si on en souffre, au moins on est vivant. Il vaut mieux souffrir que de rien sentir. La question est de savoir si la souffrance qu'on éprouve, la douleur qu'on éprouve, le chagrin qu'on éprouve, toute la question est de savoir ce qu'on fait du chagrin qu'on éprouve. Est-ce qu'on souffre pour souffrir ou est-ce qu'on souffre? Nietzsche a une belle intuition sur la douleur. Il dit que, au fond, ce qui compte, c'est de savoir juste appris à l'école de guerre de la vie. Il dit ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. C'est une phrase dont on a oublié quelle était la sienne. Mais il dit l'école de la grande douleur. Qu'est-ce que c'est l'école de la grande douleur? C'est que il n'y a pas mieux, dit-il, que la douleur, la déception ou la maladie. Prends l'exemple de la maladie, pour nous enseigner ce qu'est le réel, c'est-à-dire le non-sens de la douleur. Tant qu'on ne souffre pas, on croit que souffrir nous vaudra d'être récompensé dans l'au-delà. À la seconde où on découvre la souffrance, on s'aperçoit que c'est complètement con et que ça ne sert à rien. Et ce simple apprentissage, ce simple enseignement, ce que je veux dire, c'est que le geste qu'il accomplit, il a été malade toute sa vie, il a souffert toute sa vie, et il a souffert d'amour toute sa vie. Il a été malheureux toute sa vie de ce point de vue. Et il est le penseur le plus présent implicitement dans tout ce que je vous ai dit à l'instant, depuis tout à l'heure. Il est le penseur de tout ça. C'est un homme qui a souffert, qui a été malheureux, il avait la syphilis, comme tout le monde, et à l'époque, c'est le mythe vénérien, et il était malheureux, il était bipolaire, il était souffrant, il ne mangeait pas, il avait une digestion terrible, il était très 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 mal, il souffrait infiniment. Et pourtant, c'est le théoricien de la grande santé. La grande santé n'étant pas le surhomme, évidemment, les gens qui ne connaissent pas Nietzsche disent la grande santé, il se prend pour un arien, etc. Pas du tout. La grande santé, c'est la capacité à aimer la vie malgré les douleurs dont elle est riche. Et en fait, ça va plus loin que ça, c'est la capacité à aimer la vie jusqu'en ses douleurs. Non pas par masochisme, mais tout simplement parce que la douleur ne résiste pas à l'intérêt qu'on lui porte. Dans la meilleure parabole qui permette peut-être de répondre à tout ça en un récit se trouve dans le Gai savoir de Nietzsche. Ça porte sur l'éternel retour. Et l'enjeu est le suivant. L'éternel retour, c'est en fait, Nietzsche tutoie son lecteur à ce moment-là, et il dit, que dirais-tu, lecteur, donc, si un jour, si une nuit, un ange se glissait jusque dans ta solitude la plus reculée et te dise, cette vie, telle que tu l'as vécue, tu devras la vivre et la revivre un nombre infini de fois, il n'y aura rien de nouveau. Rien. Tout reviendra. Ce clair de lune entre les arbres, cette toile d'araignée, etc., et c'est les exemples qu'il prend. Et il dit, voilà, l'éternel sablier de l'existence ne cesse d'être renversé à nouveau, c'est une parodie de l'évangile. Que dirais-tu? Alors, qu'est-ce qu'on répond à celui qui nous dit, voilà, ce qu'on a vécu, on va devoir le revivre un nombre infini de fois? Est-ce qu'on se jette au sol? Te jetterais-tu au sol en grinçant des dents et en disant c'est monstrueux, c'est horrible, c'est épouvantable? Ou bien au contraire, est-ce que tu souriras à cet ange en lui disant tu es un ange et jamais je n'entends des choses plus divines? Et en fait, tout l'enjeu pour Nietzsche, c'est d'avoir suffisamment de bienveillance envers soi-même pour être capable d'aimer la vie au point d'en désirer le retour éternel. Mais attention, quand il dit d'aimer la vie, c'est d'aimer la vie jusqu'en ses plus intenses douleurs. La capacité d'aimer la vie jusqu'en ses douleurs les plus intenses, au point d'espérer leur retour éternel, y compris des douleurs elles-mêmes, est pour Nietzsche le critère qui permet de qualifier ce qu'il appelle la surhumanité, ce qui n'a rien à voir avec l'idée que les nazis se faisaient du surhomme, évidemment. La surhumanité, c'est tout simplement la capacité d'aimer l'existence malgré la vie, malgré ce qu'elle est, et malgré ce qu'elle a à offrir. Et cette capacité-là, ce qui est miraculeux, capacité inouïe, c'est qu'elle est à la portée de tout le monde. C'est qu'au fond, c'est le travail que chacun peut accomplir. Et ça peut être le travail d'une vie, si vous voulez. Mais il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. La vie n'est pas avare de douleur. Elle est prodigue en souffrance et en injustice, c'est-à-dire en occasion de comprendre, en occasion de réfléchir.
et en occasion de comprendre ce qui nous a fait souffrir dans ce qui nous fait si mal. Et Nietzsche est le professeur, le médiateur, si vous voulez, de cette dissipation de la souffrance par la connaissance. Et il y a là quelque chose, à mon avis, de très intéressant. Tout à fait, et je crois que c'est d'Alfred de Musset, c'est pour toi. L'homme est un apprenti, la douleur est son maître. Nul ne se connaît bien tant qu'il n'a pas souffert. C'est juste pour compléter. Les caprices de Maria. Alors, moi, Ça marche? oui, je pense que vous avez répondu quand même par ce que j'ai entendu là, mais j'aurais voulu revenir sur la joie, le sentiment d'être joyeux ou la joie. Et quand vous avez parlé de ça, moi j'ai tout de suite dit, mais comment, qu'est-ce que c'est que la joie? Est-ce que c'est accepter le monde comme il est? Est-ce que c'est assumer? Est-ce que c'est... Voilà, alors je ne suis pas du tout philosophe, ni rien du tout, mais ça me... Vous avez tout compris. C'est exactement ça. D'abord, je dois vous dire une chose, c'est que il y a des philosophes de la joie, des penseurs de la joie. Le meilleur d'entre eux, le plus fort, c'était Clément Rosset. Et donc, paradoxalement, bizarrement, comme c'était mon ami, parler de joie me rend infiniment triste. Et la tristesse que j'éprouve en vous parlant de la joie fait partie de la joie qu'il théorise. C'est ça que je veux dire. Ne pas le dire serait mentir par omission en la circonstance et serait manquer un élément de la joie qu'il est capable de décrire. Clément Rosset a écrit un livre qui s'appelle La force majeure. Et qui est un livre de 30 pages sur la joie, assorti ensuite de considérations sur la jubilation musicale chez Nietzsche. C'est un livre, c'est un chef-d'œuvre comme tout ce qu'il a fait, à peu près. Et c'est un livre dans lequel il explique que la joie n'a rien à voir avec la conquête d'un sens, par exemple, qui viendrait nous combler en orientant notre existence, mais elle a tout à voir avec la conquête d'une présence, c'est-à-dire la capacité à être présent au monde. Clément Rosset, par exemple, prend l'exemple de l'ivrogne, l'alcoolique, qu'il vous connaissez bien. Il dit, la différence entre l'alcoolique et l'homme sobre, c'est que l'alcoolique a toujours un coup d'avance. Parce que l'alcoolique sait qu'il est bourré, alors que l'homme sobre croit qu'il est lucide. Or, on connaît bien des hommes sobres qui disent n'importe quoi. Mais on ne connaît aucun alcoolique qui dise n'importe quoi sans savoir qu'il dit n'importe quoi. Donc l'alcoolique a un degré d'avance, si vous voulez, une conscience supplémentaire de sa propre, de ce qu'il peut avoir de pathétique. À quoi s'ajoute le fait que l'alcoolisme, ou l'ivrognerie, comme dit Rosset, est un éducateur du regard qui nous rend attentifs à des trucs auxquels on ne faisait pas attention. Parce que, par exemple, vous savez, l'alcoolique, c'est toujours celui qui, dans une soirée, emmerde tout le monde parce qu'il est allongé dans la salle de bain, il faut l'enjamber, et il s'intéresse passionnément au robinet du bidet. J'ai vu ça. Vraiment, c'est celui où on le tolère, il fait partie du décor, c'est celui qui, il a passé la soirée, c'est pas ce qu'il a fait toute la soirée, il était tellement bourré, il a passé la soirée à regarder, je sais pas ce qu'il avait pris, vraiment, on a des histoires comme ça. Or, en fait, c'est lui qui a raison. Parce que l'ivrogne ou le drogué qui est attentif là à quelque chose qu'on néglige, accorde son attention à l'objet dont l'inintérêt vient du fait qu'on l'a réduit à sa fonction. Nous vivons dans un monde utile, nous vivons dans un monde pratique. Notre cerveau fonctionne, dit personne, comme une carte de triage. On prélève dans le monde les choses qui nous sont utiles immédiatement et puis on rejette les autres. Cette bouteille d'eau me passionne tant que j'ai soif, à l'instant que j'ai plus soif, je m'en fous. Donc le monde est par moi réduit à l'utilité qu'il peut avoir pour moi. Mais il existe de temps en temps, comme au temps d'Épiphanie, des moments où nous sommes capables de nous intéresser au monde séparément de l'intérêt qu'il peut avoir pour nous. L'ivrognerie, l'ivresse, est une de ces occasions. C'est pour ça que Clément Rosset aimait tellement l'ivresse. Et en fait, la joie, c'est ça. La joie, c'est rien d'autre. La joie, c'est la capacité de s'intéresser à quelque chose qui n'a pas d'intérêt pour soi. C'est pour ça que Clément Rosset aimait tellement Tintin. Parce que si les albums de Tintin sont tellement variés, contrairement aux albums d'Astérix ou de Lucky Luke, c'est que le personnage, Tintin, n'est pas transparent, comme on l'a dit injustement. Mais en revanche, il n'est jamais concerné par les enquêtes qu'il fait. C'est-à-dire que c'est toujours par curiosité qu'il y va. C'est pour ça qu'il est reporter. C'est par curiosité qu'il va ici ou qu'il va là. Ça l'intéresse. Il veut comprendre, il veut savoir. Ça l'intéresse pour soi, en soi. Et non pas pour lui-même. Ça n'a pas d'intérêt particulier. Pour lui, c'est plutôt dangereux. Mais ça l'intéresse. Il veut comprendre. Et c'est pour ça qu'il quitte la rue du Labrador. Parce qu'il a besoin de comprendre. Et ce besoin-là, c'est la joie. C'est-à-dire,
l'extrême curiosité que nous inspire un monde dont on part du principe, comme dit Spinoza, que tout est explicable, tout en lui est explicable, puisque tout est causé, mais le fait de tout expliquer n'explique rien. Une fois qu'on a expliqué les choses, c'est comme quand on a expliqué l'amour, on n'a rien dit, si vous voulez. Le fait que tout soit explicable ne rend pas le monde moins énigmatique. Le fait qu'on puisse expliquer comment on construit une table ne rend pas la présence de cette table sous mes yeux à cet instant palpable, moins énigmatique. Le caractère explicable du monde ne dissout pas ce que le monde peut avoir d'étonnant. Vous êtes Newton, vous voyez une pomme tomber, ça vous intéresse. Vous décidez de vous en étonner, vous décidez d'être surpris par ce spectacle banal. Et la surprise, de surprise en surprise, vous êtes conduit à découvrir, à mettre en évidence des lois que vous voulez universelles. Bon, vous êtes Newton. La découverte des lois de l'attraction universelle, on pourrait faire de dissoudre l'étonnement premier qui était le vôtre. Votre étonnement a été dissous là-dedans. Maintenant, vous êtes non pas Newton, mais Schopenhauer. Et vous voyez la même pomme qui tombe. Vous vous étonnez que la pomme tombe, parce que tout phénomène vous étonne et le monde vous stupéfie. Donc vous vous étonnez que la pomme tombe. Et puis là-dessus, vous découvrez les lois qui expliquent la chute de la pomme. Mais vous vous étonnez que ce soit ces lois-là. Vous trouvez ça très étrange. Pourquoi pi, par exemple? Ou pourquoi ci, ou pourquoi ça? Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi ces lois-là? Pourquoi ces lois et pas d'autres? Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Et la joie, c'est ça. C'est la capacité à renouveler l'étonnement. Indépendamment de l'objet qui vient. Je vous ai dit qu'il s'agissait d'aimer le monde séparément de l'intérêt qu'il peut avoir pour soi. L'équivalent, on le trouve chez Bergson dans la capacité à être surpris par quelque chose à quoi on peut s'attendre. Pour lui, la vraie surprise, Bergson raconte cette histoire. Il dit, je sais par exemple, et je suis un peu dans cette situation-là, à quelle réunion je dois me rendre. Je connais l'ordre des chaises, je connais la salle. C'est la 3e fois que je viens ici. Et pourtant, dit Bergson, le spectacle auquel j'assiste me semble dessiné par la main d'un grand artiste. Précisément parce que je m'y intéresse. Et je m'y intéresse parce que je le connais. Et il me surprend parce que je suis familier. Et c'est ça qui est formidable. Le sommet de la joie, c'est quand vous avez un rendez-vous galant, par exemple. Vous avez rendez-vous avec une jeune fille et vous avez un premier rendez-vous. Vous arrivez tremblant, vous pensez à ça toute la journée, vous passez la journée à vous regarder dans la glace, vous vous maquillez, vous vous pomponnez, vous pensez à ce que vous allez mettre le soir, etc. etc. Après, arrive le soir, vous êtes prêt. Vous êtes prêt, vous regardez, vous prenez votre meilleur profil dans la vitre de l'appartement, enfin du magasin qui est en bas de chez elle. Ça va, tout est sous contrôle, le téléphone est là, le machin, on a la carte de crédit, on a de l'argent pour le pourboire, on a le numéro de taxi en cas de problème, enfin, tout est prêt. Et elle vous envoie un SMS, elle vous dit j'arrive, J-A-R-I-V. Vous en foutez parce que, voilà, c'est elle, là c'est tout là. Et vous mettez ça sur le compte de sa propre précipitation. Et puis, vous êtes là, et soudain, de façon tout à fait stupéfiante, incroyable, vous avez beau l'attendre, et bien elle arrive quand même. Et c'est ça la joie. La joie, c'est quand ce à quoi on s'attend nous arrive malgré tout et nous stupéfie pour cette raison. Et c'est la raison pour laquelle c'est une philosophie dont les postulats ou dont les axiomes sont tellement tristes, parce que quelle est la chose à laquelle on doit s'attendre et qui pourtant nous surprend quand elle arrive? C'est la mort. Une philosophie de la joie est une philosophie tragique. C'est tout l'enjeu de la pensée de Clément Rosset. Clément Rosset est un penseur tragique. Il ne peut penser la joie que parce qu'il pense correctement la mort, que parce qu'il a donné toute sa chance au fait que au fait qu'il est bien surprenant que la mort nous surprenne, tant il est évident que nous avons à mourir et pourtant on est stupéfait. Comment se fait-il qu'on dise mais quelle surprise? Comment se fait-il qu'on dise il est mort le pauvre, comme si le mort n'avait pas eu de chance? Vous voyez à quoi ça tient ça? Ben, ça tient au fait que on voudrait ne pas tenir on voudrait tenir la mort pour une chose énigmatique, pour une chose surprenante, pour une chose objectivement surprenante. On fait tout pour en faire une surprise. Mais rien n'est moins surprenant que cette surprise-là. Et le paradoxe, c'est que c'est en cela qu'on peut comprendre à quel point notre être mortel est propice à notre être artiste. Le paradoxe, c'est que si on repart, si on importe dans l'existence même le dépit, cette bizarrerie, c'est-à-dire le fait que, voilà, la mort nous surprend alors qu'elle est hautement prévisible, et si on choisit, parce que c'est presque un choix ou une décision, d'être surpris par ce qu'on peut prévoir, ou par le renouvellement de ce qu'on peut prévoir, alors on est milliardaire. Et on est indestructible. Et le monde est
quelle que soit la trajectoire qu'on a, quelle que soit la gueule qu'on a, quelle que soit... Le monde est un invincible été, comme dirait Camus, à ce moment-là. Merci de votre bonne question.